Bonjour et bienvenue donc dans le point lecture d'avril. Alors désolé, hein, voilà, j'avais prévu de le faire de visu pour que vous puissiez, je sais qu'il y a quelques personnes qui aiment bien me voir gesticuler, mais bon voilà, petit souci, on va dire organisationnel. Et que bah voilà, je n'ai pas, j'ai pas pu le faire, et quand j'ai voulu le faire, eh bien voilà, c'était trop tard, et je me suis dit que si je reculais encore d'une semaine, bah ça serait même plus un point lecture d'avril, ça serait carrément un point de lecture avril et mai. Ça allait durer 4 heures, donc on va éviter. Donc je vous propose de vous montrer les livres à l'écran, sachant qu'en plus j'ai lu 4 d'entre eux, 5 d'entre eux, pendant mes vacances, donc je n'ai même pas les livres avec moi. Je vais vous mettre la couverture, because bah, j'ai laissé les livres, hein, je n'allais pas me retransbahuter mes bouquins, sachant qu'il n'y en a aucun qui a été un coup de cœur. Voilà, donc je ne vais pas non plus transbahuter des livres que je ne vais pas garder. Alors je les ai laissés sur mon lieu de villégiature, mais je suis même pas sûre de les garder longtemps. Quand je fais du tri généralement dans ma maison familiale tous les 2 ans et demi, des bouquins que j'ai pu lire là-bas, et voilà, quelquefois je garde, quelquefois je donne à la bibliothèque du village d'à côté. Voilà, donc c'est comme ça, sûrement que ça se fera. Alors, au mois d'avril, écoutez, j'ai lu tout ce que j'avais à lire. Et je suis assez contente. C'est un bon mois de lecture sans être un truc faramineux. Donc je vous mets à l'écran les livres qui étaient censés être lus. Donc vous avez la vignette. Et je vais donc vous parler des livres lus, puisqu'ils ont tous été lus, et ce que j'en ai pensé. Alors, premier, dans l'ordre, je pense que je les ai lus. Je vais essayer de le faire dans l'ordre où je les ai lus. Alors, non, quoique non. Ah bah non. Ah non, ça va être un peu le souk. Bon, écoutez, je le fais dans l'ordre de ce que j'avais prévu de lire, puisque en fait, j'ai lu par exemple le premier dont je vais vous parler, Le destin d'Honorine de Hubert de Maximi. C'est un livre que j'ai lu donc pendant mes vacances. Alors, Hubert de Maximi nous retrace la vie de 2 jeunes gens du Haut-Velay, Honorine et Benoît, qu'on va suivre à l'alternance. Alors, elle est issue d'une famille pauvre, qui trime hein, de petit boulot en petit boulot, avec un trop grand, on va dire, nombre d'enfants. On est au 19e siècle, et Honorine semble avoir son destin tout tracé, c'est-à-dire travailler, se marier, être une mère d'une famille nombreuse. Pourtant, Honorine, elle a une ambition. Elle a une volonté dès son plus jeune âge, c'est de ne pas être comme sa mère, qui est triste, brimée, épuisée par ses grossesses et quelquefois battue. Alors elle se rêve, elle, reine de la dentelle, et elle va s'en donner petit à petit les moyens, parce que c'est une gamine qui est très rusée, et sa découverte, alors elle va vraiment faire tout pour y arriver. Quand elle va découvrir ce milieu qui va l'endurcir, elle va lui offrir parallèlement une confiance en elle assez inépuisable. Et pourtant, à la ferme, jusqu'à son adolescence, elle doit lutter. Alors lutter pour survivre, lutter pour travailler, mais aussi lutter contre un frère qui va se révéler assez rapidement incestueux et assez brutal. Et par un concours de circonstances, en fait, quand son frère, qui est son bourreau, doit aller à la conscription et donc être enrôlé pour faire son service militaire et tirer au sort, parce que quelquefois il y avait des tirages au sort et pas tout le monde était pris, elle va faire un tour de passe-passe, et elle va donner un numéro qui fait que son frère va partir pendant 3 ans à l'armée. Et elle va rencontrer le fameux Benoît, avec qui elle va échanger le numéro. Lui, il devait partir, son frère non, et voilà, petit tour de passe-passe. L'autre, ébahi de voir une fille prendre la main là-dessus, ne dit rien. Et donc on va rencontrer Benoît, Benoît qui lui est le fils unique d'un noble qui est déchu, et d'une femme assez froide, voire très aigrie. Il habite un beau domaine, son père à ce moment-là est son héros, et pourtant rien n'est très rose chez lui. Petit à petit on va s'apercevoir que son père va le décevoir. Ils vont l'envoyer chez les jésuites pour faire ses études, et il semble être complètement abandonné à ce moment-là. Et là,
il se découvre un talent chez les jésuites, il se découvre le talent de dessiner fort bien, qui va l'amener à faire des rencontres, à saisir des opportunités, et à donc croiser la route d'Honorine ce jour-là. Lui, il sait ce qu'il veut, et elle sait ce qu'elle veut. Donc, ces deux jeunes gens vont s'associer véritablement pour devenir, lui, le dessinateur de points et d'ouvrages et de patrons de dentelle, et elle, comme elle a compris les rouages et comment marcher, comment se faire de l'argent à côté de son patron, elle va rentrer dans le moule pour mieux le briser de l'intérieur et récupérer en fait tout simplement une fabrique à son nom à elle. Alors, le destin d'Honorine, c'est vraiment un roman d'apprentissage dans la France du milieu du 19e siècle, dans le Haut-Velay, donc voilà, avec des conditions de vie franchement vraiment pas faciles. Et on suit cette petite fille en fait qui au début a 12 ans. En fait, on la suit de ses 10 ans à peu près à ses 22 ans. On la suit sur 12 années. On est frappé par sa détermination, par un manque quand même cruel de scrupules. Hein. Elle n'est pas, elle est pas généreuse en tournure quand même, mais elle a des moteurs. C'est un moteur en fait pour elle, pour s'extirper de sa pauvreté, et en fait elle veut atteindre la bourgeoisie. Son but dans la vie, c'est d'être sur la classe supérieure pour en fait pour avoir une vie correcte, pour être en raccord avec ce qu'elle doit et ce qu'elle veut être, loin de ses racines. Alors on peut la penser aussi un peu sans cœur quelquefois. Elle est assez loin des romans régionaux et des héroïnes qu'on voit dans certains romans qui sont des jeunes filles avec des bons sentiments, mais elle pas du tout. Elle a une vie difficile dès le début, elle ne conçoit pas de continuer dans cette vie. Sa façon de grimper les échelons à grands coups de duperie, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, elle dupe les gens, elle ment, elle fait des chantages, fait d'elle une très grande ambitieuse. Et en cela, elle est assez loin des clichés romanesques des romans régionaux de ces jeunes filles du milieu du 19e. Et le fait qu'elle va lier son destin à Benoît, d'abord sous le forme d'une association, on va dire, professionnelle, forme un duo assez attachant. Parce que c'est assez atypique comme duo, assez fébrile aussi. Parce que petit à petit, et sans rien dévoiler bien sûr, sur les 12 ans, ils vont gagner en maturité. Elle comme lui, en complexité évidemment, et même si le roman est axé sur le destin d'Honorine, hein, c'est le titre du roman, perso, j'ai beaucoup aimé le personnage de Benoît, qui est largement plus intéressant, qui prend des décisions personnelles par les rencontres qu'il fait, c'est-à-dire qu'on le voit obtenir des choses et s'apercevoir de choses, notamment au sein de sa famille, etc., parce que l'expérience vient, parce que la maturité vient, parce qu'il rencontre des gens, parce qu'il se rencontre, il se rend compte de choses qui, quand il était plus jeune, il ne percevait pas, alors qu'elle, elle est d'entrée de jeu, on la dépeint comme quelqu'un d'ambitieux, mais dans le sens arriviste du terme. Alors que lui, il n'aime que dessiner, il veut être reconnu, non pas pour être riche, pour avoir des avantages, etc., mais pour ce qu'il est lui intrinsèquement. Voilà. Alors c'est vraiment un roman régional très agréable à lire. Il y a quelques faiblesses, hein. Évidemment, il y a quelques erreurs aussi dans la lignée des gens, c'est-à-dire qu'il y a des petits trucs où on se dit tiens mais non mais il s'est pas passé ça avant, c'est bizarre, voilà. Mais c'est vraiment très très léger. Parce que, à part moi, je pinaille, mais il y a des gens qui passeront peut-être, à mon avis, complètement à côté. Mais c'est un roman très agréable à lire parce que ça vous projette dans le milieu du 19e siècle réaliste, dans la France profonde, donc dans le Haut-Velay, qui sont vraiment, qui sont très très bien. Alors attention, il faut quand même le dire, moi ça m'a pas choqué, mais je le dis parce que quelquefois il y a des gens qui peuvent être
comment dire, rebuté. Il faut souligner qu'il y a quand même quelques scènes de sexe assez explicites, alors qui choquent pas, hein, mais qui peuvent questionner certains, et notamment les passages où elle est agressée par son frère, qui peuvent révolutionner des gens, voilà, qui ont une âme très très sensible. Je préfère le dire. Mais sinon, voilà, très très bon roman régional, agréable, sans d'autres on va dire, but que de vous montrer l'évolution de personnages dans ce 19e siècle. Et le personnage d'une femme assez... qui, honnêtement, moi j'avais envie de lui mettre des claques hein, assez régulièrement, mais très beau personnage de garçon, très beau personnage de Benoît, qui n'est pas ni... c'est pas l'équivalent d'une Sainte Touche d'un mec romantique hein, ou romanesque, hein, mais il a une très belle évolution de personnage. Deuxième livre que j'ai lu, donc, c'est The Football Factory de John King. Alors c'est un livre qui sortait de mon Moleskine, de mon carnet wishlist Moleskine. Bon, ça étonnera personne vu le titre. Football. Ah bah écoutez, quand on aime le foot, bah, y a les débiles. Ah voilà, les débiles aiment le foot. Alors j'ai petit aparté. Il y a quelqu'un qui la dernière fois très gentil. Enfin, je pense que c'est gentil. Je l'ai pris comme tel pour éviter de. Qui sur Insta, quand elle a vu ma publication pour The Football Factory, m'a dit en MP évidemment. Elle m'a dit ah tiens, je ne me serais pas douté que tu aimais le foot. C'est quand même un sport de brute. Et je lui ai répondu, bah, écoutez, je suis tombée dedans comme Obélix, je suis tombée dans le chaudron, bah là, moi, je suis tombée dans un stade de foot, voilà. En plaisantant, j'ai mis un gros smiley en disant, on peut aimer le foot et aimer la littérature et être une romancière, c'est pas... c'est logique, voilà, et je lui ai mis CF, des gens comme eux, Pivot, Dali, etc., qui aimaient beaucoup le foot. Ça en fait pas deux des débiles, hein. Voilà. On peut être fan de foot et ne pas être bas du plafond. Voilà. Alors, The Football Factory, et je rappelle que Liverpool est champion d'Angleterre. Alors, ah bah écoutez, je fais ce que je peux. Voilà, attention. Bref. Oui, non, mais je suis surexcitée à cause de cette histoire-là. Alors, sur ce roman, on va dire yeux chastes, passez votre chemin. Parce que vous allez rentrer dans un milieu où on parle cru, on parle sexe, drogue, alcool et autres non-joyeusetés du week-end sportif. Et je vous le dis tout de suite, hein, les propos sur les femmes peuvent largement choquer. Moi, je pense que les plus féministes d'entre vous, les plus sensibles hein, sur le sujet, qui s'offusquent pour tout, absolument. Il y a une aile de papillon qui se pose sur un truc, elles se mettent à gueuler comme des veaux. N'y allez pas. Mais n'allez pas sur ce livre-là, vous allez gueuler comme des veaux. Et en plus, vous n'allez même pas peut-être comprendre pourquoi John King le fait, donc c'est pas la peine. Alors, il retranscrit réellement à travers les propos d'un supporter de foot, donc qui s'appelle Tom, qui est un fan de Chelsea, je ne dirais pas plus que ça, véritablement l'état d'esprit de la classe populaire, et je rappelle, j'applique mes mots vraiment correctement, c'est la classe populaire britannique des années, qui a subi les années 70, 80, début 90 en Angleterre. Si vous n'avez pas vécu cette période-là, alors moi je l'ai vu de visu en plus, mais si vous ne connaissez pas cette période-là, n'allez pas commencer à hurler à la mort. Allez vous renseigner d'abord sur ce qu'a fait le gouvernement britannique et notamment Margaret Thatcher sur les classes populaires et les classes ouvrières britanniques pendant cette période-là. Voilà. En fait, John King veut faire réfléchir le lecteur à travers les propos assez polémiques de Tom, et au-delà de la vulgarité des propos, hein, parce qu'attention, tout y passe, hein, la misogynie, l'homophobie, oui bon, on sait les chants très cons dans les stades, le racisme, j'en passe et pas des meilleurs, hein, voilà, sur en fait le mal-être de cette société qui, pour l'avoir vécu, qui est sortie traumatisée et limite réduite à peau de chagrin
par la politique de fer qu'a menée Margaret Thatcher pendant toutes les années où elle a été au pouvoir. Alors, ça s'appelle The Football Factory, tout simplement pour la bonne et simple raison que, comme le disait Bill Shankly, donc entraîneur mythique de Liverpool, des Reds, donc Dieu le Père, en gros. Mais oui, Dieu le Père en foot, voilà. Footballistiquement, c'est Dieu le Père, en gros, pour les supporters de Liverpool, puisqu'il a été 15 ans entraîneur des Reds. Il disait, et je connais cette phrase par cœur, hein, comme tout bon fan des Reds, certaines personnes pensent que le football est une question de vie ou de mort. Je trouve ça choquant. Je peux vous assurer que c'est bien plus important que ça. Voilà. Parce que c'est plus important que ça, notamment pour Tom et ses potes, qui sont pas toujours finaux, parce qu'il y a des gens qui n'ont que ça dans la vie. Alors ça peut faire sourire, hein. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont sourire à l'évocation de ce que je viens de dire, parce que... et je le dis parce que, et je dis nous, parce que nous avons la chance d'avoir autre chose. Vous aimez la lecture, vous aimez le cinéma, vous aimez aller voir des expos, vous avez la chance de pouvoir peut-être aller voir des expos, payantes, hein, je ne parle pas des trucs gratos. Vous avez la chance de voyager, vous avez la chance de pouvoir avoir un travail qui vous rémunère, sans dire très bien, mais correctement. Pas confortablement, parce qu'il y a beaucoup, on aimerait bien avoir un peu plus pour ne pas se serrer la ceinture quelquefois, mais voilà, vous avez plus ou moins des opportunités correctes. Il y a des gens qui, pendant cette période, étaient au chômage, ou travaillaient en usine, ou dans les mines, ou voilà, sur les docks, mais quand je parle des docks, c'était pas, voilà, c'était travail difficile, et qui n'était pas payé à la hauteur de ce qu'il devait faire, en tous les cas des risques qu'il prenait, notamment pour les mineurs, et qui tirait la langue au milieu du mois, qui arrivait pas, qui était obligé d'aller voir des associations pour avoir des trucs à bouffer, compter sur l'entraide, parce qu'il y avait beaucoup d'entraide sur certaines, notamment classes populaires. Voilà, celui qui avait 1 franc 6 sous de plus à la fin du mois, bah, il achetait un truc pour partager avec les autres. Et il y a des gens qui avaient que ça. C'est-à-dire que le foot, le samedi après-midi, c'était une religion. En Angleterre, on y va en famille. C'est-à-dire que vous amenez votre bébé, hein, dans un stade de foot. Hein. Voilà. On y va on va dire, de 2 ans à 130 ans, si vous voulez. C'est la sortie. Les gens y vont. Et c'est con à dire, hein, mais pendant 90 minutes, et l'avant-match, et la mi-temps, et l'après-match, bah, y a des gens qui sont heureux pendant ce temps-là. Ils pensent pas à leur merde, ils pensent à leur équipe, alors qu'elle perde, qu'elle gagne, c'est pas grave. Et Bill Shankly, c'est ça qu'il disait. C'est-à-dire que il y a autre chose dans le football. Alors il y a des gens qui disent c'est populaire, c'est pour les abrutis, etc. Mais quel que soit le sport que vous aimez le tennis, le golf, je m'en fous. Moi j'adore la Formule 1 et le hockey sur glace. Pendant que vous regardez ça, vous pensez pas à autre chose. Et si vous êtes honnête, même si vous n'aimez pas le foot, si vous aimez un sport, quand vous regardez votre sport, vous allez voir un événement de votre sport dans un stade, dans un hippodrome, ce que vous voulez, on s'en fout. Vous pensez qu'à ça. Si vous avez une équipe, si vous avez un joueur de tennis, par exemple, pendant Roland Garros, si vous avez un joueur de tennis que vous aimez, vous regardez tous ses matchs. Pendant qu'il joue le match, vous ne pensez pas à vos emmerdes. Vous pensez à lui. Vous pensez à ce qui va marquer au point, machin. Vous allez vous énerver, vous allez vous exciter, vous allez hurler de joie, vous allez trembler parce qu'il va être sur le tie-break, etc. C'est ça que veut dire la phrase de Shankly. C'est vraiment parce qu'il y a des choses qui sont au-delà de ça qui font que ça aide les gens. Alors, par de nombreux chapitres dans ce livre-là, et des rencontres, parce qu'en fait, on déroule sur une saison complète de Chelsea, et aussi à l'étranger, puisqu'il joue dans les matchs, dans les Coupes d'Europe, King, en fait, montre l'incapacité que certaines personnes, politiques compris, ont été incapables de voir. Ils n'ont pas compris la base
et le pourquoi de ce déchaînement de violence tous les samedis après-midi. C'est-à-dire que, comme le dit à un moment donné un personnage, les faibles ne tiennent pas longtemps dans ce pays, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, et en fait les politiques, et c'est le propos du livre, n'ont pas vu venir ça. Le football, c'est simple, en fait, c'est basique, mais petit à petit, en lâchant les chômeurs, en laissant les laissés pour compte sur le côté, en rejetant ceux qui rentraient pas dans le cadre de la société, ils les ont laissés libres d'exprimer leur hargne, leur rage, et le seul moyen qu'ils avaient, c'est là. Parce que le reste du temps, ils ne pouvaient pas. Ils étaient réprimés contre les grèves étaient lourdement réprimées, etc. Et donc, en fait, les politiques et une certaine partie de la société n'a pas vu arriver l'unification de ces groupuscules de fanatiques, et véritablement des fanatiques. Alors, fanatique, c'est dramatique. Vous pouvez être fan. Moi, je suis une supporter et je suis fan de Liverpool et de l'OM, mais je ne suis pas une fanatique. C'est-à-dire que je n'ai jamais été au-delà dans la violence, sauf si évidemment, enfin 2-3 fois, sauf parce qu'on m'a attaqué. Je dois avouer que 2-3 fois dans un stade, il y a une seule fois où j'ai vraiment eu peur. Mais vraiment, j'ai vraiment eu peur pour ma vie, je veux dire pour mon intégrité physique. Mais les 3 fois où je suis allée au front, c'est parce qu'on m'a attaqué. Et parce que si je répondais pas, je sais pas ce qui serait arrivé. Voilà, parce que j'avais en face de moi des fanatiques, des gens qui ne comprenaient pas que je puisse aimer une autre équipe que la leur. Alors que, en gros, quand vous êtes dans un stade, et ça se passe dans certains stades de foot, que ce soit en France ou ailleurs, votre voisin, il peut être bleu ou vert, vous en avez rien à carrer, hein. Si il aime le même club que vous lui sautez au cou quand votre buteur marque ou quelqu'un d'autre. Vous pouvez vous insulter dans un stade, vous pouvez dire que l'autre abruti d'équipe, elle est nulle, etc. Mais une fois que vous êtes dehors, c'est du foot, quoi. C'est que du foot. Voilà, c'est que du sport. Et ça mérite pas d'envahir et d'être de plus en plus violent. Moi, j'ai eu la malchance d'assister à 2 choses assez violentes avec des gens qui sont morts. Alors la première, j'ai pas vraiment vu parce que j'étais pas dans la position de voir, mais c'était le Heysel. Et la deuxième, je l'ai vue. C'est-à-dire c'était à Hillsborough en 1989 et je l'ai vu. Voilà, j'ai vu des gens alignés sur le gazon, recouverts de leur t-shirt, d'un blouson, qui étaient morts. Et quand vous voyez des gens morts sur un terrain de foot, un rectangle vert qui n'est pas censé être un mouroir, c'est pas possible que vous acceptiez la violence. Et King, là-dedans, il explique que ces groupuscules sont devenus de plus en plus violents. Petit à petit, ils ont fait une hiérarchie. Il y a eu une hiérarchie dans les bars, il y a eu une hiérarchie dans les pubs, il y a eu une hiérarchie dans les gradins. Et en fait, le hooliganisme est arrivé là. C'est-à-dire que ça a commencé à faire des ravages dans les stades, mais pas que. C'est-à-dire que ça s'est transporté ailleurs dans la société, puisqu'on ne les écoutait pas dans les stades alors qu'ils gueulaient comme des veaux, on est allé le porter ailleurs. Et la vie de Tom, en fait, et ses copains, c'est rythmé par une seule chose, c'est-à-dire le match du week-end. La bière, la baston, éventuellement baiser une fille facile, c'est exactement comme ça qu'on parle dans le livre, sans compter bien sûr les batailles rangées que l'on provoque, et sur son terrain, et qui va évidemment enclencher une revanche au match retour sur le terrain adverse. On est bien d'accord sur la question. C'était débile, mais que voulez-vous. Et en fait, Tom, il nous expose sa vie, et il est assez lucide sur sa vie de merde. C'est-à-dire qu'il le dit, il analyse assez crûment sa vie. Il est la condition des classes ouvrières, selon où on habite et quel club on défend, on sait d'où vous venez. Et c'est clair en Angleterre. Voilà. Et selon d'où vous venez, quel club vous défendez, où vous habitez, on vous juge, on vous met dans une caste et vous en sortez pas. Et dans cette Angleterre des années 90, donc, l'appartenance à un club faisait de vous une cible pour le connard d'en face. Ça, c'est clair et net. Et le livre alterne les chapitres sur sa vie, sur sa jeunesse, sur les nuits d'orgie qui passent
avec ses habits, sur le racisme, sur l'antisémitisme, sur l'homophobie latente, hein, parce que il y en a certains, c'est mal assumé leur homosexualité, mais voilà, ou surtout ne pas le dire, parce que celui d'en face, on ne sait pas ce qu'il va vous dire, voilà. Et on assiste en fait à l'analyse de Tom, sur sa volonté d'être lui plus pacifiste en vérité, et qui va saisir des opportunités comme une main tendue, une parole de quelqu'un, ou la connerie abyssale de ses potes, hein. Parce qu'il y en a certains qui tiennent des couches. Et en fait, c'est un roman qui est intéressant sur le fond, parce que ça vous montre la société britannique laminée par les années Thatcher dans les années 80-90. Alors attention, c'est ce que je dis au début, tout est balancé de telle façon que c'est bordélique. Le livre est un peu bordélique, il y a beaucoup de répétitions. Mais en fait, c'est un peu comme un supporter de foot qui aurait bu un peu 2-3 bières de trop, qui s'est pris une tôle, enfin que dans l'équipe s'est pris une tôle monumentale, et donc du coup, il est un peu en travers de la gorge. Et en fait, c'est sans queue ni tête, ou rien dans la tête d'ailleurs. Mais au-delà des mots qui peuvent être particulièrement vulgaires et particulièrement, on va dire, révoltants. Et cette forme un peu de... je te le dis comme ça vient, voilà, un peu. Je vous dis une discussion de comptoir après un match où on s'est pris la défaite du siècle. Et en fait, on ressent le désespoir de cette classe ouvrière qui a été massacrée sur l'autel des marchés économiques, et qui en fait n'a pas trouvé d'autre échappatoire. Alors dégueulasse, hein, l'échappatoire, on est bien d'accord, mais comme autre exutoire de taper sur le voisin. Voilà, de taper sur celui d'en face pour voir en disant bon écoute, alors il y en a aucune excuse en ce lieu, parce que moi j'adore le foot, mais je déteste ces connards qui salissent mon sport, et je suis la première à véritablement pouvoir coller une claque à quelqu'un parce que ça m'est arrivé dans un stade, parce que la personne tenait des propos absolument abjects pendant au moins une vingtaine de minutes, ça hurlait des insanités et des noms d'oiseaux et des insultes proférées à tout le pan de la société, hein. Homme, femme, enfant, oiseau, hein. Voilà. Et la personne, à un moment donné, on lui a dit chute 2 fois, et puis il m'a traité de sale femelle, je lui ai collé une claque. Voilà, donc ça l'a un peu calmé. Voilà, parce que bon, il était assez imbibé, je me suis dit, tu le pousses, il tombe, donc on est bon. Voilà, mais c'est pas une mais ce livre, The Football Factory, c'est une possibilité de compréhension de ce qui s'est passé dans les années 80 et surtout 90 pour le hooliganisme. Voilà. Après, je vous le dis, hein, je vous l'ai dit, on a un truc âme sensible, oreille chaste, yeux chastes, n'y allez pas. Hein, vous allez nous faire une attaque, surtout quand il parle des femmes. Hein. Alors là, non, n'y allez pas, vous allez nous faire une attaque. Alors, autre livre, livre histoire. Ah bah oui, Lisa a décidé. La bataille des Ardennes de Philippe Guillemot, donc c'est chez Perrin. Alors j'en ai lu beaucoup, beaucoup sur le sujet, sur cette bataille, parce que c'est une bataille qui m'a toujours intriguée pour la bonne et simple raison que le grand-père d'un de mes amis allemands, donc que je cite de temps en temps, Franz Éditeur, leur grand-père en fait a fait cette bataille des Ardennes. Et pendant des années, il n'en a jamais parlé, puis un jour, on devait avoir 15, 16, 17 ans à peu près, on lui a posé la question. Parce qu'on savait qu'il avait été dans la Wehrmacht, évidemment, vu l'âge, mais on ne savait pas ce qu'il avait fait, et il n'en avait jamais parlé. Et en fait, je ne sais plus ce qui s'est passé. Bon, bref, il y a eu, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu un livre à ce moment-là qui est sorti, ou moi j'étais abonnée à Historia, est-ce qu'il y a eu un article dans Historia qui est sorti, on lui a posé la question, et donc il nous a parlé de sa bataille des Ardennes, et tout ce que j'ai pu trouver, je l'ai lu, voilà. Donc c'est une bataille qui est souvent évoquée aussi par mes amis américains, c'est-à-dire que, alors, tout bord confondu, je vais dire, hein, enfin, quoique les 2-3 républicains qui sont potes avec moi, comment vous expliquer qu'ils sont un peu désespérés. Ah, ils sont désespérés aussi, ils sont au-delà de... Ah non, je pense qu'ils sont au-delà, ils sont vraiment au fin fond de l'océan, même les démocrates sont au-dessus.
C'est vraiment pas des Trumpistes, les miens. Donc vraiment, alors là, voilà. Alors JD Vance, ne les embarquez pas sur le sujet parce que je pense que c'est même pas... Ils attrapent des pustules. Hein, quand, vous voyez Mime dans Berlin? Voilà, ah bah c'est ça, Mime. Ils attrapent des pustules. Donc... ils m'en parlent très souvent parce que en fait leurs grands-parents, enfin en tous les cas leur grand-père et la génération de leurs grands-parents l'ont vécu cette bataille des Ardennes comme un traumatisme absolu, mais vraiment beaucoup plus intense, quoi qu'on en dise, que le débarquement pour eux. Car véritablement le mois qui s'est passé dans les Ardennes, ça a été véritablement quelque chose qui a traumatisé ces soldats, et qui a traumatisé après quand ils sont revenus, vraiment, c'est un traumatisme véritablement pour les soldats américains. Alors Philippe Guillemot est vraiment un fin connaisseur de cette période, et notamment de cette bataille-là, et en fait il livre une synthèse assez intéressante de ce conflit, contrôlé par les États-Unis. C'est un livre qui est très facile à lire, contrairement à d'autres sur le sujet, parce qu'il y a des détails qu'il donne qui sont assez didactiques pour toute personne qui veut en savoir un peu plus sur cette bataille, mais qui ne la maîtrise pas et qui ne savent presque pas du tout de quoi on parle. Il y a des témoignages qui approfondissent en fait aussi le sentiment de cette espèce d'affrontement brutal qui a eu lieu. Puisqu'en fait c'est l'état-major nazi et principalement le Führer qui a décidé de contre-attaquer dans les Ardennes. Bon, ils n'étaient pas au mieux de leur forme, enfin c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Alors, ils reculaient la queue entre les jambes, mais voilà, parce que bon, alors il faut rappeler quand même que pour sortir du bocage normand, pour sortir des plages du bocage, pour arriver à avancer, ils ont mis beaucoup de temps. Il faut le voir dans les libérations, Paris c'est en août, etc. Voilà, donc ils sont arrivés, ça a été compliqué pour arriver jusqu'à la frontière allemande, jusqu'en décembre. Et les autres, ils se sont quand même pas mauvais plan tactique. Hein. Heureusement pour nous, d'ailleurs, que l'état-major nazi était nul en tactique et que Hitler était complètement borné, qu'il n'écoutait plus personne. Bon, ça faisait un moment qu'il n'écoutait plus personne, mais là, il n'écoutait même plus du tout les généraux qui étaient capables de lui dire non, mais il ne faut pas faire ça, il faut faire autre chose. Et là, il a décidé d'y aller. Voilà. C'est un terrain qui était propice à une contre-attaque parce qu'il avait été visiblement un peu moins, et je dis un peu moins, repéré par les Alliés, surtout que en fait le gros c'était de se dire bon, on débarque, on leur met une tôle, on fonce sur Berlin, tout va bien. De l'autre côté, il faut dire que l'armée rouge avançait, comment dire, non, défonçait les lignes, ça on peut pas dire autre chose, il défonçait les lignes, c'est moins qu'on puisse dire. Et que donc en fait, il y avait aussi, il faut quand même ne jamais oublier ça, il y avait aussi le fait que vous aviez l'armée rouge d'un côté et les alliés de l'autre, enfin les alliés, la cohorte des alliés, puisque je rappelle, hein, Canadiens, Nouveau-Zélandais, Australiens, Américains, Anglais, Français, voilà, j'ai dit Canadiens, ouais, enfin bref, il y avait de tout, hein, vous avez des Hollandais, des Danois, enfin tous les gens qui avaient un peu fui partout et qui luttaient depuis en Angleterre, etc. depuis longtemps. Donc vous aviez ces deux entités, en gros, hein, ces deux forces des deux côtés qui essayaient de cracher l'aigle nazi. Et quand vous avez deux forces en présence qui en plus, comment dire, ont des égos surdimensionnés dans leur chef, ça veut dire le premier qui arrive à foutre le pied à terre du régime nazi, c'est celui qui va gagner le plus. On sait qui a gagné Berlin, je rappelle. Voilà. Non, c'est pas les Alliés. Alors... véritablement, comme ils avaient été moins repérés, tactiquement, ça s'explique qu'ils aient voulu y aller dans les Ardennes. Le seul problème, parce que c'est un gros problème qu'il y avait, et ça a toujours été un gros problème de l'armée allemande, ils ont eu un gros problème de logistique. Ça a été un point noir sur toute la guerre. Hein. Parlez-en à Rommel en Afrique du Nord. C'est vraiment la logistique qui a fait la différence. Vraiment.
Les hommes étaient épuisés, soit on était d'accord, tout le monde était en mode je vais crever. Ils étaient moins combatifs, mais quand vous avez en face une armée qui, même si vous n'êtes pas combatif, vous êtes fatigué, vous n'avez pas vraiment envie de crever. Donc vous vous battez avec vos forces. Bon, après, il faut avoir des munitions hein, pour y aller. Voilà. Et là, non, c'était très compliqué derrière. Ça suffisait pas des masses. Alors, Philippe, je plaisante, mais c'est vrai que quand vous l'imaginez comme ça, et que vous le voyez tel que c'est présenté dans ce livre-là, donc parce qu'il offre une vision, en fait, ce qui est très bien foutu là-dedans pour les gens qui connaissent pas, pour les novices, c'est qu'il fait ça, c'est une vision par secteur de bataille, qui montre en fait l'ampleur du front, parce que c'est énorme, hein, il y a des cartes, vous regardez, c'est immense, et en fait il articule les événements de telle manière qu'en fait on est au cœur du conflit. Le lecteur se retrouve au milieu, et quelquefois, il détaille une réflexion en se disant et si il s'était passé ça? Et si les nazis avaient gagné cette bataille, qu'est-ce qui se serait passé? Bon, en gros, ils auraient peut-être gagné quelques mois de plus, donc fait des millions de morts de plus, en gros. Mais bon, ils étaient à terre assez rapidement. Surtout avec nos amis rouges de l'autre côté. Alors, je dois avouer que moi, j'ai bien aimé les passages détaillés, enfin beaucoup même, aimé les passages détaillés des combats, parce que, alors, pour quelqu'un qui, comme moi, connaît bien, c'est bien, mais en plus, c'est bien adapté aux gens qui connaissent moins. Et ça, j'aime bien. Je trouve que, comme on est au plus près, on voit ce qui s'est passé, et notamment l'attaque de la 7e armée, donc allemand, la 7e, ça vous montre vraiment les avancées et les retours de flammes qui sont arrivés. Alors le seul bémol que je mettrais, c'est que j'ai trouvé que il axait beaucoup trop de chapitres étaient axés sur les causes et les moyens allemands de la défaite, en tous les cas de l'avance, de la contre-attaque et de la retraite, et qu'il avait moins détaillé les forces et les faiblesses des alliés sur ce point-là. Il y en a, ils sont partis quand même la fleur au fusil, enfin la fleur au canon de tank quand même. Voilà. Mais c'est vraiment, si cette bataille des Ardennes vous intéresse, allez-y, foncez, vous pouvez lire ce livre. Il y en a de beaucoup plus compliqués parce qu'il y en a certains, c'est pas par secteur comme il le fait, c'est chronologique. Et donc chronologiquement, si vous connaissez pas les forces armées, si vous connaissez pas les unités engagées, si vous connaissez pas le nom des chefs, si vous connaissez pas le terrain, les noms des batailles, machin, les petits points d'achoppement, les contre-attaques, les massacres, parce il y a eu 2-3 orateurs sur glane, vous vous noyez dans une chronologie. Là, c'est par secteur, donc ça vous montre mieux. En plus, vous avez les cartes, donc du coup, le mieux, c'est de faire la photocopie de la carte ou de mettre une carte devant vous quand vous lisez, comme ça, vous voyez bien. Mais c'est, voilà, la bataille des Ardennes de Philippe Guillemot, c'est bien foutu. Et je vous dis, il est beaucoup plus adapté aux gens qui connaissent moins, mais c'est vraiment un bon livre. Alors, ensuite, j'ai lu « Et c'est ainsi que nous vivrons » de Douglas Kennedy. Alors, ça faisait un moment que j'avais plus lu de Douglas Kennedy. Moi, j'ai découvert Douglas Kennedy avec Cul-de-sac et L'homme qui voulait vivre sa vie, donc au début des années 90. J'aimais bien. Et puis, je sais plus lequel m'a complètement fait décrocher. Et puis, c'est ma maman qui est devenue fan de Douglas Kennedy. Et qui me pointait de temps en temps des romans en me disant « Celui-là, tu devrais le lire quand même, parce que je pense qu'il te plaira. Non, celui-là, ne le lis pas, ça va t'énerver. » Voilà, donc ça fait un moment quand même, j'avais pas lu de Douglas Kennedy. Et j'avais vu passer ce livre-là, qui était, on va dire, vendu, parce que c'est pour une uchronie. Donc je me suis dit, Vamos à la playa, c'est assez rare qui s'aventure dans ce truc-là. Enfin, on va dire, c'est une anticipation, et moi j'aime bien, mais c'est rare pour Kennedy quand même. Alors, on est avec Samantha, qui vit aux États-Unis, en fait, en gros, puisque suite à une réaction en chaîne, on vous explique
ça après. Les 51 des États des États-Unis ont fait sécession, en gros entre deux grosses entités diamétralement opposées. D'un côté, une république avec la liberté, mais avec une surveillance digne de Big Brother. Et de l'autre côté, la confédération, qui est en gros l'inquisition permanente. Voilà, ça va, voilà. Alors au milieu, vous avez une zone neutre qui se demande bien ce qu'elle fout, mais elle se débrouille. Et Samantha est un agent en fait de la sécurité intérieure de la République qui va se voir attribuer une mission, c'est-à-dire aller tuer son homologue au sein de la Confédération dans cette zone neutre, et elle va apprendre que ce n'est autre que sa demi-sœur, dont elle ignorait complètement l'existence. Et au début, les premières pages, Douglas Kennedy brosse un portrait de 2045, donc demain, en gros, de son pays, puisqu'il est américain, je rappelle, qui s'est donc depuis déchiré, entre-dévoré, etc., qui s'est donc reconstruit sur des valeurs extrêmement dangereuses de part et d'autre. D'un côté, vous avez la privation de la liberté individuelle, parce que vous êtes surveillé sur tout, même si vous faites quand vous faites pipi, sous couvert que vous avez une république, donc démocratique, et de l'autre côté, vous avez une confédération qui, en gros, vous vous asseyez sur vos libertés, puis en plus, si vous n'êtes pas dans la doctrine de la confédération assez religieuse, intégriste, etc., plouf, bûcher. Alors, voilà, donc des deux côtés, c'est quand même pas réjouissant. Et dans les premières pages, il explique comment, d'ailleurs, et pourquoi cette nouvelle guerre de sécession, quels sont les rouages de chaque zone, y compris de la fameuse neutre, et parce que elle se demande, comme j'ai dit, elle se demande vraiment comment elle fait pour vivre entre deux entités monstrueuses comme ça. Bref. Et Kennedy, évidemment, n'oublie pas des petites flèches. Voilà. Alors, il profite de son roman d'anticipation pour envoyer des flèches sur Trump, sur l'administration, sur tous les excités du bocal des deux camps. Et croyez-moi, aux États-Unis, il y en a des excités du bocal. D'ailleurs, on en voit beaucoup en ce moment. Il y a les lâches. Ah oui, ça, il y en a beaucoup aussi. Les complots, les mensonges, j'en passe, et pas des meilleurs, malheureusement. Alors, il rabâche aussi parfois. Alors, moi, j'ai pensé pour mieux enfoncer le clou dans le cercueil, on est bien d'accord, mais quelquefois, vous dites, ah, ça va, tu l'as déjà dit, t'es pas obligé de me le redire. Mais, quelquefois, enfoncer ça dans la tête de certaines personnes, ça fait pas de mal. Bon. Et donc, quand Samantha, sur couverture, débarque donc à Minneapolis, qui est une zone neutre, pour débuster sa demi-sœur de confédérée, en fait, le roman va prendre une autre tournure. Et qui, tout d'un coup, m'a semblé beaucoup moins réaliste. Je l'ai trouvé un peu plus pathos. Parce qu'on rentre vraiment dans un duel entre deux femmes qui partagent donc le même père, mais pas du tout la même éducation, pas du tout le même chemin, pas du tout les mêmes valeurs, et évidemment chacune est bloquée dans son raisonnement et dans son entêtement de sa structure. Alors le roman, oui, d'accord, il montre aussi que dans une société sous contrôle absolu, il y a une certaine solitude. Il y a un manque de relations humaines, et d'ailleurs, relations humaines intimes, quand vous êtes enregistré 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, votre intimité, vous voyez, voilà, on va dire quand vous y passez dessus. Et bien sûr, les soucis psychologiques que ça entraîne, parce que ça, c'est vaste, voilà, quand vous êtes surveillé, que vous savez que vous pouvez pas faire bouger le petit doigt ou aller faire pipi toute seule, et que vous savez que vous êtes enregistré, contrôlé, machin, etc. Enfin, je veux dire, à un moment donné, votre tête, elle vrille. Alors, moi, je l'ai lu, ce roman, mais sans vraiment apprécier pour autant ma lecture. Alors, je dois avouer que j'ai haussé les sourcils 2-3 fois quand même, et que la fin, pour moi, est pas du tout à la hauteur des premières pages. Voilà, vraiment. Alors, bien sûr, vous allez me dire, c'est du Douglas Kennedy, à quoi tu t'attendais? Bon, alors c'est facile à lire, il n'y a aucune complexité là-dedans, même dans les descriptions de la société futuriste, donc proche, 2045, c'est demain, il n'y a rien de réellement surprenant, rien de réellement original pour moi. Et puis surtout, je me suis trompée tout à l'heure, c'est une dystopie, c'est pas une uchronie. C'est vraiment
pas du tout, il n'y a pas de rebondissement digne d'une dystopie. Voilà, si vous connaissez, enfin alors oui d'accord, alors je mets la barre très haute. Mais j'ai imaginé à la fin ce que Philippe Cadic aurait pu faire de ça. Voilà, mais en résumé, c'est un bon petit roman d'anticipation. Bon, il n'est pas folichon, mais je dois avouer que, vu les événements, on pencherait plutôt vers la Confédération en ce moment. Ce qui n'est pas une bonne idée, voilà. Et puis alors, si on ajoute la surveillance de Big Brother à la Confédération, inutile de vous dire que c'est la merde. Ah ben oui, c'est la merde. Voilà, donc on se demande vraiment... en fait, à la fin, vous oubliez le livre et vous pensez à ce qui se passe actuellement. Voilà, et là, vous vous dites, putain, on est vraiment dans la merde. Merde. Voilà, parce qu'en plus, il y a nos amis... voilà, tout le monde se réveille, tout le monde veut sauter sur le voisin. Mais qu'est-ce que vous avez à foutre du voisin? Vous n'êtes pas bien chez vous. On n'est pas bien, là, tranquille, peinard et tout. Il est beau, votre pays. N'allez pas demander le truc du voisin, on s'en fout, en fait. On pourrait vivre dans un monde tranquille. Enfin, tranquille, tout est relatif, mais voilà. Non, parce que là, la pire... Enfin, le truc ultime qui pourrait nous arriver, c'est qu'il y a une comète qui nous rentre dans la gueule. On est bien d'accord sur la question. Ou alors que les petits hommes verts nous débarquent. Voilà. Bon, remarquez, ils veulent pas. Parce que quand ils doivent voir ça, regarde, et moi je les imagine regarder l'état du monde actuel. Ils doivent dire, ah non, mais vous avez vu les débiles? Ah non, on n'y va pas là. Oh là là, ils seraient capables de nous tuer. Ces abrutis. Voilà, donc voilà. Donc c'est un bon petit roman. Sympathique, pas folichon, lu facilement, oublié, je pense, aussi facilement. Autre livre, alors... Alors, je sais même pas comment je vais en parler. Ça me pose le même dilemme que j'ai eu pour le Norek, avec la guerre d'hiver. Ça s'appelle Piège à loup de Aslak Nord. Alors, je vais redire parce qu'à chaque fois je me fais... Voilà, alors je rappelle pour ceux qui débarquent sur la chaîne, coucou, merci, abonnez-vous, mettez un like et un commentaire. Ça fait plus de 40 ans que j'étudie et je travaille sur la Seconde Guerre mondiale. Inutile de vous dire que tout ce qui s'est passé dans les pays hors nos pays à nous, hein, c'est-à-dire France, Allemagne, Angleterre, Italie, Espagne, je sais. Voilà, les pays nordiques, Norvège, Finlande, Suède, Danemark, je sais. Islande, je sais, voilà, Pologne, je sais, Roumanie, je sais, Bulgarie, je sais, etc. On ne parle même pas de la Serbie et de la clique, voilà, y compris la Macédoine, la Grèce, etc. Je sais. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit pour le Norek. Je ne suis pas surprise par ce genre de choses. En plus, si vous avez écouté mon point ciné machin du mois dernier avec le film numéro 24, vous savez que je connaissais déjà le côté résistance norvégienne, blablabla, etc. Voilà. Donc, je pense que je deviens de plus en plus difficile pour ce genre de romans qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale et qui veulent prendre un événement pour pour expliquer au lecteur ce qui se passe. Moi, je deviens très chiante. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont adoré ce roman, qui vont me tomber dessus, comme ils m'ont tombé quand j'ai fait ma chronique du Norek, en me disant « Oui, mais tu comprends, nous on savait pas. » Oui, non, mais alors je le dis, ceux qui ne savaient pas et qui ne savent pas ce qui s'est passé, vous allez adorer. Voilà, pour des gens qui, comme moi, connaissent, on ronronne. Voilà, alors, on est en présence de deux personnes. On est en présence d'un Norvégien qui s'appelle Henry Storm et d'un Allemand qui s'appelle Werner Sorg, qui se sont croisés, en fait, dans une compétition pendant les JO de Berlin en 1936. Leur trajectoire, malgré leur nationalité, on va dire différente à la base en 1936, n'était pas en fait très éloignée parce que chacun croyait au national-socialisme. Le Norvégien, lui, s'est rapidement, quand la guerre s'est déclarée, s'est engagé dans la division Nordland, donc c'était une unité SS norvégienne. En vérité, c'était la 11e SS Panzer Grenadier Division Nordland. Freilingen. Non, elle s'appelle Freiwilligen Panzer Grenadier Division Nordland. C'était la 11e SS. Vraiment qui était en gros une unité SS
enfin, vraiment norvégienne. L'autre, donc, Werner, est devenu en fait un chasseur redoutable au sein du SD. Oui, alors on sait ce que c'est le SD, hein, voilà. Si vous ne savez pas, il faut aller voir, hein, voilà. Mais bon, le service de sécurité du Reich, machin, blablabla. Et en fait, Henri, qui est, quand on ouvre le roman, en poste sur le front ukrainien, donc en fait cette fameuse division, est blessé, et il réalise en fait, plus ou moins quand il est soigné, les horreurs, des actions qui sont menées et exécutées par la SS, à laquelle donc il appartient, et il apprend sur son lit d'hôpital qu'il y a une base militaire ultra secrète qui élabore des fusées qui sont censées, quand on ouvre le roman, changer le cours de l'histoire et bien entendu faire gagner la guerre au Troisième Reich. Alors, il est démotivé, il est prêt à tout pour rentrer chez lui parce qu'évidemment, après avoir vu des horreurs sur le front de l'Est, il ne peut plus adhérer à ça. Et puis, en plus, il a laissé la femme qu'il aime en Norvège, bon, qu'il a un peu rejetée, mais ça, c'est une autre histoire. Et il décide d'aider la résistance norvégienne par les connaissances qu'il a et par les ouvertures qu'il peut avoir en tant que soldat SS. Et il pense par-ci là récupérer la fameuse Astrid. Alors son passé dans la SS, ça aide pas, hein, à faire croire à faire penser à la résistance norvégienne qu'il faudrait quand même, qui peut les aider, dire que voilà, faut pas croire qu'il y a une aide providentielle, etc. Mais il a des contacts et quelqu'un va l'introduire, va lui donner la possibilité de repartir à Berlin, à l'université, parmi les ingénieurs, puisque c'était son cursus, et qu'il pourrait intéresser un certain Werner von Braun, un autre Werner, donc le papounet des V1, V2, en gros, il s'appelait pas V1, c'est un autre code, et V2 aussi, c'était un truc avec un A, A4, mais bien sûr, grand ingénieur futur tête pensante de la conquête de l'espace américaine, je rappelle. Et on suit parallèlement, donc là c'est toute, on va dire, la psychologie de Henri, ancien, sûr et certain national-socialiste qui se tourne vers la résistance et qui décide de le faire de l'intérieur directement à Berlin. Et de l'autre côté, évidemment, on suit Werner Sorge. Et lui, il poursuit sa traque de tous les ennemis du Reich. Il va récupérer une espionne polonaise, il va jouer contre et avec le destin pour pouvoir récupérer certains éléments. Et il va jouer bien sûr avec le système très obtus de la répression nazie et des distensions, et on le sait depuis le début de l'avènement du parti hitlérien, de la guéguerre interne entre les chefs pour, en fait, en gros, c'était à celui qui se ferait le plus aimer d'Hitler, donc inutile de vous dire que ça a rasé la maternelle, hein, côté « c'est moi qui suis le meilleur », ouais, voilà. Donc ça a foutu un peu le bordel partout, mais Werner est intelligent, et c'est un mec qui, évidemment, sait comment jouer avec les rouages de cette machine répressive qui était SD, Gestapo et la clique. Bon. Et on se doute tout de suite dès le début, quand on a les quelques premières pages où on les présente tous les deux, que le face-à-face va pas être du tout sportif. Alors je dois avouer que moi, l'histoire norvégienne, ce que je vous ai dit en préambule, que ce soit les unités SS, la résistance, etc., et merci à Gunnar Sorsteby, sur ce point-là, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est pas inconnu pour moi. Et évidemment, ne parlons même pas de ce qui est décrit là, qui est l'organisation interne du service de répression de sécurité du Reich, et notamment, évidemment, l'histoire du Troisième Reich. Voilà, inutile de vous dire que rien n'était nouveau pour moi. Même les patronymes
J'ai un peu levé le sourcil quand j'ai vu le patronyme de Werner, parce que Sorg était un espion soviétique qui s'appelait Richard Sorg, qui était un espion soviétique qui était d'ailleurs mi-allemand, mi-russe. Et on voit apparaître un certain Cicéron, qui était un espion turc, qui travaillait pour l'ambassade britannique, et qui avait transmis des documents aux nazis. Voilà. Alors je pense que c'est volontaire de la part de l'auteur, évidemment. En plus, dans les résistants norvégiens, il y a un résistant qui a son prénom, qui s'appelle Aslak. Donc je pense que l'auteur s'est beaucoup marré à faire ce genre de choses. C'est assez sympa. Et on voit qu'il connaît l'histoire, pas que de son pays, mais qui connaît aussi une certaine partie de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, puisque voilà, il s'amuse même avec les patronymes de certains espions et de certaines personnes qui tout de suite, moi j'ai vu Sorg, j'ai pensé tout de suite à Richard Sorg. Alors peut-être que les gens qui connaissent pas, ils vont se dire ok, je sais pas qui c'est, mais voilà, alors Cicéron tout de suite, toing, ça a allumé une lumière au plafond de l'esprit lysien, on est bien d'accord. Alors pourtant, vous allez me dire, oh là, ça sent le... Non. Bah, c'est comme pour Norek, c'est-à-dire que malgré l'intérêt de l'histoire qui est racontée par Aslak Nor, et qui pour moi décolle vraiment au tiers du roman, parce qu'au début ça ronronne un peu, bah, j'ai pas été enthousiasmée. Alors, non pas, et je le rappelle, non pas que le roman soit pas intéressant, parce que je trouve qu'il est vraiment bien foutu, mais pour moi, il m'a manqué un truc. Voilà. Et je vous dis, je deviens vraiment de plus en plus difficile sur les romans de la Seconde Guerre mondiale, notamment quand ils prennent racine dans le système du Troisième Reich. Et je comprends que j'ai parlé avec une autre personne qui l'avait lu, qui m'a fait un retour dithyrambique après que je l'ai lu. Elle m'a dit, ah mais moi je peux te dire ce que j'en ai pensé. Je dis, ouais vas-y, avant que je te dise ce que j'en ai pensé. Dithyrambique le truc, c'était le meilleur roman de tous les temps, etc. Et donc je lui ai dit, bah écoute, moi je comprends. Elle m'a dit, mais je savais pas, je connaissais pas vraiment et tout. J'ai dit, bon alors je comprends que pour des novices, apprendre et découvrir dans les romans qui actuellement pullulent sur la résistance nordique, sur l'impact nazi sur les pays du Nord, sur les rouages de la Shoah, etc., ça peut être révélateur pour ceux qui ne connaissent pas. Et que ça peut enclencher le fait que vous vouliez tourner les pages pour savoir, parce que ça vous tient en haleine et que vous ne connaissez pas et que vous y allez. Voilà. Pour des personnes qui lisent des ouvrages historiques et pas des romans, je veux dire des pavasses, depuis longtemps, sur cette période-là, il y a eu une lassitude. Voilà. Et malgré tout le fait que Aslak Nor a une plume facile à lire, que le récit se déroule bien, que les personnages sont bien menés, il y a quelques caricatures ça et là, mais ça passe. C'est un bon roman, vraiment, c'est un bon roman. Mais bah, moi, il m'a manqué un truc parce que bah, effectivement, j'ai rien appris, j'ai pas été surprise. Et donc à un moment donné, pas de surprise, voilà. Alors, j'ai lu le premier tome de sa saga Falk, vous savez, Le cimetière de la mer, j'avais vraiment beaucoup aimé, je vous les avais dit, j'avais vraiment beaucoup aimé, et je trouvais plus percutant. Après, je suis allée voir, et visiblement le roman, donc Le piège à loup, a été écrit avant la saga Falk, donc avant Le cimetière de la mer et Les héritiers de l'Arctique, donc voilà, mais j'ai préféré largement le style de l'auteur et son imagination dans cette saga-là, dans ce premier tome de saga, le deuxième je le lirai cette année, plutôt que dans Le piège à loup. Voilà. Mais c'est un bon roman, si vous ne connaissez pas trop, si vous ne captez pas, si vous avez aimé Les guerriers d'hiver de Norek et que vous ne connaissiez pas trop, alors là c'était en Finlande, là c'est en Norvège, bah allez-y. Voilà, je vais vous dire, vous allez voir, c'est facile, c'est un patch turner, hein, voilà. Mais voilà, je deviens de plus en plus chiante, de plus en plus difficile sur ces livres-là, parce que déjà, premièrement, je trouve que c'est une brèche où tout le monde s'engouffre, et que quelquefois, c'est... hein, voilà, on est bien d'accord. Allez, autre livre que j'ai lu, ça s'appelle Le rouge et le blanc de Harold Cobert. Alors, le rouge, j'explique ou... Ouais, je le dis tout de suite. Rouge et blanc, parce qu'on m'a posé la question. Rouge, c'est parce que c'est les bolcheviks. Blanc, c'est l'armée du tsar impérial.
Voilà, enfin, c'est le côté impérial tsariste de l'histoire. Alors, on est en présence de 4 personnages principaux, enfin, il y en a d'autres, mais voilà. On est en présence de Alexei et Ivan qui sont frères, et de Kolya et Natalia qui sont frères et sœurs, qui sont amis, qui ont été élevés ensemble. Les 2 premiers, donc Alexei et Ivan, sont issus de l'aristocratie tsariste. Et les 2 autres, en fait, sont les enfants de l'employé de la famille, mais il n'y a pas de souci entre eux. Ils ont été élevés, c'est des frères de lait, en fait, des frères et des sœurs de lait. Et leur seul fait, en fait, c'est qu'ils jouent ensemble, ils se disputent, c'est des disputes enfantines, même s'ils sont très différents de caractère tous les 4, mais voilà, ils s'entendent bien. Alexei, lui, est très loyal, très droit, loyal au tsar, à sa famille, et c'est un personnage assez fascinant, Alexei. Et Ivan, c'est le troublion. Voilà, c'est le dernier, enfin c'est le révolté de la fratrie. En plus, il croit aux idées révolutionnaires bolcheviques, donc il s'amuse à affronter son père, qui est un tsar, enfin qui est un homme du 19e siècle, fort biberonné à l'empire impérial russe. Donc voilà, il se heurte, il fait exprès de venir, par exemple, à un moment donné, habillé en ouvrier alors que c'est un aristo, et qui vit dans le luxe, etc. Mais voilà, au début, c'est très, c'est des enfants très différents. Kolias, pareil, lui, c'est l'ami vraiment fidèle de Ivan. Il épouse aussi les idées bolcheviques, donc tous les 2 s'entretiennent leur flamme là. Et Natalia, elle, c'est le seul en fait point entre guillemets d'accrochage entre les 3 garçons, puisque en fait il y en a un, c'est son frère, donc il veille sur sa sœur, et les 2 autres sont un peu amoureux, comme des jeunes adolescents peuvent être amoureux d'une fille qui vit avec eux depuis des années. Voilà, donc ils se disputent un peu les faveurs de la jolie dame. Et passe la Première Guerre mondiale, etc., qui a véritablement saigné la Russie et qui a fait une deuxième révolution bolchevique. La première a été en 1905. D'ailleurs, on en parle un peu au début du roman. Et arrive la révolution de 17, qui va faire véritablement vaciller leur amitié et qui va les séparer irrémédiablement. C'est-à-dire que Ivan, Kolya et Natalia vont véritablement épouser l'esprit bolchevique, l'esprit révolutionnaire, et vont se plonger dans les rouages de cette jeune Union soviétique, et donc vont rentrer à la Tchéka, donc Tchéka, KGB, SSB, enfin bon, l'ancêtre de nos amis. Voilà. Oh bah oui, non, pas. Oh bah ils avaient rien à envier à la Gestapo, hein. Rien du tout. D'ailleurs, je pense qu'à mon avis, il y a comme qui dirait un copier-coller. Ah bah bref. Et ils vont rivaliser d'esprit bolchevique au sein de cette Tchéka pour avancer dans la mise en place des idées soviétiques, bolcheviques, pour la communauté, pour le bien de tous. Donc on pense que torturer, tuer des gens, les déporter, etc., dans des camps de travail, des camps de répression, fait que ça va leur laver l'esprit, qu'ils vont comprendre que c'est mieux le bolchevisme. Voilà. Mais bien sûr, et la marmotte replie le papier aluminium. Mais enfin, vous savez, quand vous avez une seule idée dans la tête, c'est très compliqué avec les gens butés de les faire comprendre qu'il y a autre chose à côté. Et de l'autre côté, il y a juste Alexei qui se retrouve tout seul, entre guillemets, puisque lui croit en la Russie blanche. Alors non pas qu'il pense que le régime tsariste était le meilleur au monde, mais il ne croit pas en ce système qui, à la base, que ça soit par Lénine ou Trotsky, était un système... Sur le papier, le communisme, et le bolchevisme, mais le communisme est une très belle idée, c'est une utopie, mais c'est une idée, c'est-à-dire que tout le monde est égal, tout le monde a droit aux mêmes droits, aux mêmes devoirs, au même lopin de terre, au même argent, tout le monde est dans la communauté, tout le monde est à l'égalité. Dans les faits, c'est une très belle utopie, mais Alexei, il croit pas. Il sait qu'à un moment donné, ça va comme dans la Russie tsariste, hein, il y avait un système de répression. Donc, il sait que c'est pas possible. Il sait que c'est pas logique. Ça va pas le faire. Et donc, il va se retrouver. D'abord, premièrement, il va essayer de s'exiler.
parce que les tsaristes et les gens loyaux au tsar qui est mort hein, entre-temps, Nicolas II, ils sont chassés pour chasser, mais ils vont essayer de revenir, mais ça va être compliqué. Et Alexei va être arrêté, torturé. Il va se retrouver face à son frère qui devient un rouage essentiel de la Tchéka, qui ne va pas hésiter absolument aucunement à faire à exiler son frère dans un des premiers goulags sur une île d'Arctique après l'avoir torturé. Donc vous voyez, vous posez le truc là. Alors de là, Harold Cobert lance le roman Fleuve. Et c'est un roman fleuve romanesque. C'est une sorte de La guerre et la paix version URSS. Alors, n'est pas Tolstoï qui veut, on est bien d'accord sur la question. Hein, voilà. Mais c'est très agréable à lire. Voilà, parce que ça mêle histoire, la vie des personnages. Bon, il y a des rebondissements qui sont clairement et facilement identifiables. Et on les sent venir à 3,5 km. Mais qui ne sont pas inintéressants. Malgré le fait que vous les voyez arriver, vous vous dites « Ah, attends, on va voir comment il va y arriver. » Alors, le seul truc, c'est qu'il y a 2 grosses révélations à la fin. Enfin, 2 révélations qui, quand elles arrivent, elles sont très grosses. Moi, je les ai vues arriver à 23 km. Un peu tirées par les cheveux quand même. Mais c'est un voyage entre 1905 et au début des années, fin des années 50, début 60, à travers le destin de ces 4 enfants du XXe siècle, dans un pays qui a été ravagé par les pouvoirs en place, que ce soit l'autoritarisme tsariste, par le fascisme, par les complots, par les tueries de masse. Je rappelle que l'URSS a fait plus de morts que nos amis du Troisième Reich. Enfin, nos amis, tout est relatif, vous avez bien compris, c'est ironique. Voilà. Donc, si, quand même, ils ont tué plus de personnes. Et en plus, ils ont tué les leurs. En gros, voilà, non mais c'est compliqué cette histoire, mais c'est une autre partie de ma passion sur l'URSS, vous le savez, donc voilà, je connais bien. Et avec tout ce cocktail, en fait, ça en fait un roman fleuve romanesque. Le rouge et le blanc, c'est vraiment un roman qui se lit vite, qui n'a pas vraiment beaucoup besoin de connaissances en histoire, vous affolez pas. En plus, l'auteur explique assez explicitement certains soubresauts de l'histoire, donc c'est assez bien amené. C'est ni trop long, ni trop chiant. Ça passe vraiment facilement. Pour que je le dise, c'est vraiment... j'ai pas râlé, donc c'est bien. Pas trop. Non, j'ai pas râlé. Si à un moment donné, il y a un truc qui m'a fait râler, mais parce que c'est un raccourci, je me suis dit, ah mais putain, mets-toi à la place des gens qui connaissent pas. Voilà, donc c'était bien. Moi, j'ai passé un bon moment, vraiment. Alors, c'est quand même une grosse pavasse, hein, mais alors les 50 dernières pages m'ont paru très longues. J'ai l'impression qu'il délayait pour arriver à la fin. Notamment ces 2 trucs là qui arrivent et je me dis non mais non là c'est gros quand même, n'exagère pas. Bon, mais bon, c'est roman fleuve romanesque, hein. Mais moi j'ai adoré le personnage d'Alexei, vraiment, et celui de Kolya. Vraiment, les 2 personnages, moi j'ai trouvé ces 2 personnages magnifiques, vraiment différents dans la trajectoire et dans la pensée, mais très très bien foutus. Ivan m'a énervé au moment où il rentre dans la Tchéka, il m'a gonflé, même si j'ai compris ses engagements et son aveuglement à un moment donné, même plus que son aveuglement. Mais c'est un personnage qui est trop caricatural, mais comme l'étaient aussi quelquefois certains agents de la Tchéka. Quant à Natalia, qui est donc la seule femme de l'histoire, qui est la femme fatale russe par excellence, je l'ai trouvée parfois être une plaie pour la lecture parce que son rôle est trop facile. C'est soit c'est bien, soit c'est mal, c'est un peu manichéen son rôle, et c'est dommage, mais en gros, Le Rouge et le Blanc, c'est une saga qui évoque des thématiques très larges. Alors, vu, revu, lu, visionné dans les films, les livres, les séries et tout ça, mais qui a l'avantage de revenir sur le tourbillon qu'a été les années 20, 30, 40 dans cette Europe, qui s'est déchirée, entre-dévorée, qui a été brisée à tout le point de vue, que ce soit par le système politique, par les guerres, par les pensées, qui a aussi amené d'énormément de courants de pensée nouveaux, que ce soit dans les arts, dans la littérature, dans les arts en général, que ce soit littérature, peinture, etc., mais aussi dans les idées de conception, qui a mené, après, post-Seconde Guerre mondiale, à vouloir créer ces associations, d'abord l'acier et le charbon, mais après l'Europe, etc., enfin tous ces trucs qui sont mis derrière en se disant mais on a tellement foutu le bordel pendant 30 ans,
mais il en est ressorti des trucs. Voilà, donc vraiment ça. Et puis si vous aimez les romans fleuves romanesques, allez-y. Je vous dis, moi je me suis pas ennuyée une seconde. Je vous dis, c'est très léger, c'est très facile, c'est très facile à lire. Et je me suis plus régalée dans celui-là, alors que franchement c'est facile à comprendre et qu'on voit arriver les dénouements à 20 km, plutôt que dans Piège à loup, où là, vraiment le système au cœur du système nazi, tout ça, je connaissais tellement bien que j'ai pas été surprise et que c'est ça mon problème. Voilà. Je pense qu'il faudrait que j'arrête. Vraiment, il faudrait que j'arrête de lire certains romans mainstream qui sortent sur le Troisième Reich ou la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que ça me traumatise. Mais d'un autre côté, je veux les lire parce que ça m'emmerde de voir des livres qui sortent et qui peuvent induire en erreur certaines personnes, ou qui sont peut-être tellement trop romancés que des gens pensent que c'était Martine à la plage, hein. On est bien d'accord avec la question. Là, il y en a un qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je l'ai vu sur un groupe sur Facebook vous savez, de lecture. D'ailleurs, j'ai eu des échanges avec la personne qui avait chroniqué le roman, qui en a fait un retour dithyrambique. C'était sur le fait, c'est une enquête sur est-ce que Hitler s'est vraiment suicidé, est-ce qu'il est vraiment mort, etc. Enfin, c'est un truc de second degré, paraît-il, hein. Moi je l'ai pas lu, mais j'ai quand même allé feuilleter les premières pages. Ça m'a fait un peu tiquer quand même, mais bon, visiblement l'auteur explique que c'est juste du second degré, qui s'amuse à faire l'enquête. Ça m'emmerde un peu, parce qu'on sait très bien ce qu'il en est advenu. Il y a eu des experts soviétiques comme des alliés, les Français, des Américains. On a un docteur en anthropologie française, hein, qui est allé voir le crâne d'Hitler dans les archives, on va dire dans les caves russes, puisque c'est eux qui l'ont récupéré. Enfin, en tous les cas, ce qui est resté. Et il n'y a pas de complot, hein, là-dedans. Il n'y a pas d'explication. C'est noir sur blanc. Voilà, il y avait encore des gens sur qui on pouvait faire de la famille, qu'on pouvait prélever des échantillons pour comparer, etc. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... c'est 100% sûr. Alors, on dit qu'en histoire, il n'y a jamais 100%. Allez, 99,99. Mais... voilà. Et les gens qui s'amusent à faire ce genre de roman, c'est toujours emmerdant, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Et c'est ce que j'expliquais à la personne qui a fait la chronique. Oui, mais l'auteur, il a fait vachement bien, c'est très très bien fait. Je dis oui, mais il faut juste préciser quand même dans la chronique que c'est une fiction, et que il y a toujours des débiles qui vont penser que c'est peut-être vrai ce qu'on dit. Et d'ailleurs, il y en a un qui dit oui, mais vous savez, à 70 ou 80%, les faits sont avérés. Et donc, il y a quelqu'un bêtement qui répond ah ouais, mais alors donc les 30%, ça veut dire qu'on peut douter. Mais ta gueule, quoi. Voilà. Et ça fait douter les gens qui sont pas bons et qui savent pas et qui connaissent pas. Alors, quand vous connaissez, vous vous doutez même pas, vous dites ouais, laisse tomber, allez, c'est bon. Mais quand vous n'êtes pas au courant, vous pouvez prendre pour argent comptant ce qu'on dit. Et c'est pour ça que, malgré le fait que ça me gonfle des fois de lire des livres, des romans, parce que je sais ce qui se passe et que ça ne m'apporte rien, je le lis parce que je veux savoir si je peux les défendre ou pas. Voilà. Par exemple, Guerrier d'hiver de Norek, ou même Piège à loup, vous pouvez les lire. Je vous dis pas, ah, attention, c'est Martine à la plage. Parce que je les ai lus, que ça va si vous connaissez pas, ça va apporter des trucs. Voilà. Et ça va peut-être vous donner l'envie d'aller chercher justement le nom des espions, les machins, donc allez vous renseigner sur d'autres trucs. Mais il y en a certains, ça sert à rien. Donc, clairement, ça sert à rien. Voilà. Mais je continue à le faire. Alors, je suis un peu maso, vous allez me dire. Oui. Mais bon, ma partie de passion historique sur cette période-là et aussi sur l'URSS font que je ne lâcherai pas. Voilà. Et qu'il y a tellement de choses qui sortent qui sont complètement aberrantes. Et que j'entends des fois des retours de romans sur le sujet où je me dis putain mais les gens sont débiles quoi, ou alors ils vont pas chercher, ou alors ils prennent ce que les auteurs disent pour argent comptant. Alors moi je suis un auteur, je suis romancière, j'ai écrit sur le sujet, mais à chaque fois je donne la bibliographie, je mets derrière. Alors Aslak Nord l'a fait aussi, il a mis des trucs, mais je mets une bibliographie.
mais je mets une vraie bibliographie, pas des romans, pas des machins, non, non, des vrais trucs. Voilà. Comme Norek a fait, pareil, quand vous faites un roman historique, il faut vous donner vos bases, il faut donner vos sources. Et des vraies sources, pas des sources parce que vous les avez vues sur Internet et Wikipédia, même si Wikipédia n'est pas mauvais. Mais il y a des choses qui sont... Voilà, bon, bref. Voilà, donc il faut sourcer, il faut être sûr, quand on écrit un livre sur la Seconde Guerre mondiale, il faut que tout le contexte historique soit vrai, tout. Que vos personnages naviguent dans un roman, et c'est une fiction, on rappelle, qui soit pas vrai, il n'y a aucun problème. Voilà. Mais vous pouvez pas, par exemple, faire certains romans où on voit un personnage fictif interjecté dans une décision qui a été prise, par exemple, en gros, j'ai lu un jour en remarque, il faudrait que je me rappelle le nom du roman, qui, en gros, l'auteur faisait croire, et alors vraiment, faisait croire que cette personne avait vraiment existé, qu'elle était dans l'oreille de Hitler, et que en gros, il y avait 2-3 décisions majeures qui avaient été prises par cette personne-là. À aucun moment, il y avait note au lecteur, attention, j'ai déformé la réalité, machin. Non, non, c'était écrit comme si c'était vraiment un livre d'histoire. Et moi, j'ai gueulé comme un veau en voyant ça, et après, en voyant des chroniques, j'ai vu qu'il y avait des gens qui l'avaient cru. Oh, c'est magnifique, j'avais jamais su ça, c'est une révélation. Non, mais enfin, si les historiens l'ont pas dit avant, c'est que c'est pas une révélation, chaton. Voilà, sinon, crois-moi que tous les historiens se seraient enfoncés dans la brèche et ils auraient tiré des essais, des articles dans des revues historiques, historiques très connues, bref, ils auraient fait pignon sur rue, il y aurait déjà des thèses, etc. S'il n'y a pas de thèse, c'est qu'il n'y a pas de truc dedans. Voilà. Et dernière lecture, et ça va aller vite, c'est George Sand. Et donc, j'ai relu La Petite Fadette avec un grand plaisir. Voilà, alors, les Besson sont des jumeaux, hein, il faut le préciser. Voilà, alors, moi, j'avais lu ce roman à l'adolescente, juste après La Mare au diable et François de Champy. Parce qu'à l'époque ces thèmes me plaisaient et que ça me plaît toujours autant d'ailleurs et en fait je pense que ça parle à tout le monde, ce passage de l'adolescence à l'adulte, les premiers émois, la peur, la volonté en fait de vivre la vie qu'on a rêvé, qu'on a imaginé ou pas, alors qu'on ne sait pas qu'à un moment donné on va se prendre le mur ou que ça va pas forcément être comme ça, mais voilà, on imagine. Et là, George Sand, elle écrit un roman assez champêtre, toujours ancré dans son Berry, très belle région, qui est chère à mon petit cœur. Et elle l'inclut avec les croyances, les légendes. Et puis, on voit bien son côté battante qui ressort dans le texte, parce qu'elle se bat dans ce texte-là contre les conventions. Elle essaye d'obtenir une fin heureuse. Mais elle n'hésite pas aussi à décrire la vie à la campagne, la vie tout simplement aussi. Puis elle dresse un très beau portrait de la petite de Fadette. Vraiment, je trouve qu'elle évolue sous nos yeux. Petit à petit, elle tempère son caractère. Elle en tire une certaine force face à l'adversité. Et puis elle se donne les moyens de réussir où elle veut réussir, voilà. Et vraiment, je pense que c'est un texte, vraiment La Petite Fadette, je pense que c'est un texte assez intemporel, parce que ça parle de beauté, de nature, de désir, de volonté, mais aussi de l'amour, mais de la défiance, et puis aussi de ce sentiment de découvrir ou de se redécouvrir peut-être, même à son âge, même à mon âge, de voir les choses d'une autre perspective. Et je pense que George Sand a ceci, que si vous la lisez à 15 ans, 20 ans, 30 ans, ou à mon âge presque 55, vous la voyez pas de la même façon. Et ça, c'est vraiment bon. Donc vraiment, si vous n'avez pas lu La Petite Fadette, lisez-le. Sinon, relisez-le. Mais vraiment, c'était encore une très, 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 très bonne lecture. Voilà, donc ce point lecture est terminé. Merci à vous d'avoir subi plus d'1h20 de retour de livres, mais bon, il fallait les faire. Je vous dis, c'est pour ça que je savais que je trouverais pas ce temps-là pour le tourner, donc je me suis dit,
Audio c'est plus facile parce que tu peux le faire très tôt le soir, très tard le soir, très tôt le matin, c'est ce qui est mon cas, je l'enregistre, il est 4h30 le matin, parce que je dérange pas les voisins puisque je suis dans un... Enfin ça sort pas le son, donc voilà. Donc d'ici là, portez-vous bien, merci d'avoir suivi ce point lecture. Prochaine vidéo, je ne sais pas, je n'en sais absolument rien, mais peut-être que c'est... Ah si. Prochaine vidéo, c'est Lucrèce Borgia. Et après, il y aura forcément la pile à lire de juin. J'essayerai de vous la tourner. J'ai pas tous les livres, mais j'essayerai de vous la tourner parce que il y a peut-être des livres je vais lancer un book club sur Patreon. Donc, s'il y a des gens qui veulent récupérer des livres, notamment les livres régionaux, pour les lire, ça serait pas mal. Comme ça, j'essayerai de le faire un petit peu avant. Il y aura le programme culturel, évidemment, hein, comme d'habitude. Donc, voilà. Et le point lecture de mai sortira début juin. Enfin, vraiment au début juin. Parce que j'ai rajouté un livre dans le train. Donc, j'ai décalé mon programme. Donc j'ai plus de livres que prévu à lire. Et comme je veux tous les lire, laissez tomber, ça va être comme ça. Voilà. D'ici là, portez-vous bien. Merci d'avoir écouté et regardé les vignettes des bouquins. N'hésitez pas, commentaires. Vous savez que ça aide la chaîne, surtout ça aide l'algorithme. Et ça fait que plus il y a de commentaires et plus les gens peuvent regarder la vidéo. Alors vous savez très bien que moi, le nombre d'abonnés, machin, c'est pas du tout mon truc. Ce que j'aime, c'est les interactions. Voilà, et donc plus il y a d'interactions, plus il y a de gens qui regardent la truc, plus on aura des commentaires où on pourra discuter entre nous, et c'est très agréable. Voilà, donc merci aux nouveaux, merci à ceux qui mettent des commentaires réguliers, les fidèles, et puis merci à l'accueil que vous ferez des prochaines vidéos. Ciao, merci.